Étienne Klein est directeur de recherche au CEA, promoteur des connaissances. Il dit que ce sont des valeurs indépendantes de l'usage qu'on en fait. Il a une émission sur France Culture et en 2013, il s'inquiétait: allons-nous liquider la science? Il se présente comme ni scientiste ni relativiste, centriste. Extrême centriste. Bon. Bon, écoutez, moi, bonjour à tous. Je suis embarrassé parce que je n'ai pas bien compris la question posée aujourd'hui, à vrai dire. Donc, je vais réagir à des choses qui ont été dites et puis essayer de poser les termes d'un débat qu'on pourrait avoir ensemble. Bon, la première chose, c'est que dans ce qui a été dit là, il y a l'impression que l'histoire des sciences serait l'arbitre de la science. C'est-à-dire qu'il y aurait là une pureté qu'il n'y a pas dans la science et qui permettrait de savoir ce qu'il en est vraiment. Mais dans l'histoire des sciences, il y a encore plus d'idéologie que dans la science elle-même. Et donc, il faut faire très attention à ça. À chaque fois que vous regardez l'histoire d'une découverte telle qu'elle est racontée dans les manuels, toujours, c'est faux. C'est toujours faux. C'est-à-dire, la vraie histoire est toujours très différente de celle qu'on raconte sous forme de légende, qui essaie de montrer qu'il y a une sorte de concaténation logique entre des expériences, des théories, etc. C'est jamais comme ça que ça se passe. Et donc, quand on parle d'histoire des sciences, il faut savoir de laquelle on parle. Est-ce que c'est de la vraie ou est-ce que c'est des vulgates? Bon. Ensuite, il y a eu un numéro de Science et Avenir, Dieu et la science que tout le monde a sur la table. Là. Bon, moi, j'avais fait un petit article qui m'a valu beaucoup de courriers, notamment à cause du dernier paragraphe que je lis. Nous avons tous des croyances religieuses ou autres qui irriguent le rapport que nous entretenons avec notre propre existence, avec l'idée de la mort, etc. Ces croyances sont également respectables, sauf quand elles s'expriment de façon trop radicale ou exigent le monopole. À côté d'elles, il y a des connaissances scientifiques laborieusement acquises, et c'est ça que montre l'histoire des sciences, et même, entre guillemets, des vérités de science. Les guillemets, c'est pour montrer que je ne suis pas scientiste. Bon. Oui, parce que vérité de science, c'est mieux que vérité scientifique. Parce que quand on dit vérité scientifique, l'épithète déteint sur le substantif, et ça crée parfois des amalgames. Alors que vérité de science, c'est clair. C'est une vérité, entre guillemets, dans le champ de la science. C'est précis. L'atome existe. Voilà une vérité de science. Et l'atome qui existe n'est pas l'atome qui avait été pensé par les Grecs, etc. Et on peut expliquer tout ça. Bon. Chacun d'entre nous, continuais-je, chacun d'entre nous a certes la liberté d'ignorer ces vérités de science. On a la liberté d'être ignorant. Et moi, je ne milite pas pour une conception scolaire de la démocratie. Et d'ailleurs, pour tout savoir sur les mini-trous noirs, la virologie, la climatologie, etc., il faudrait le cerveau de 1000 Einstein, et Einstein lui-même n'en avait qu'un. Donc, c'est impossible. Donc, ce n'est pas la peine de défendre l'idée que tout le monde devrait savoir. Simplement, c'est dommage d'ignorer les vérités de science, car elles peuvent conduire à remettre en cause notre façon de penser certaines questions. Et j'ajoutais, c'est la dernière phrase qui m'a valu tout ce courrier, ce qui est sûr, c'est que ces vérités de science ne peuvent pas être dites dans les mêmes termes que ceux que nous utilisons pour dire nos croyances. Or, tous les scientifiques reçoivent tous les jours des mails de catholiques intégristes, de juifs intégristes, d'islamistes intégristes, qui nous expliquent que ce que nous découvrons était dans la sourate bidule, dans le... Non, la science produit des énoncés qui n'ont jamais été dits. Ça n'a jamais été dit. Et donc, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver trace dans des textes anciens, aussi secrets soient-ils, de ce que nous découvrons aujourd'hui. Ce n'est pas le même langage. Et même lorsque moi, j'emploie le mot temps, au sens d'Einstein, par exemple, je m'illusionne en pensant que Héraclite, qui utilise le même mot il y a 25 siècles, pense le temps comme moi. Ce n'est pas parce que le mot est le même qu'il est pensé de la même façon. Donc essayer de faire un rapprochement entre le temps tel que les physiciens le conçoivent aujourd'hui et ce que quelqu'un a pu dire du temps il y a 3 millénaires, ça n'a strictement aucun sens, ça peut prêter à toutes les confusions. Ça c'est la première remarque. Je la redis parce qu'elle m'a valu... j'ai perdu 100 amis sur Facebook à cause de ça. Bon. Ensuite, je vois qu'on discute compétences, connaissances. Bon, moi, j'aurais du mal à aller à l'école si je n'y apprends pas des connaissances. C'est-à-dire, je suis gourmand de connaissances. Or, dans l'idée de compétence, il y a l'idée que je dois pouvoir faire l'expérience de tout ce que je vais croire. Et ça limite l'horizon des connaissances à très très bas.
Il y a toutes sortes de connaissances fondamentales dont je ne pourrais jamais acquérir la compétence, par moi-même. Et donc, j'ai l'impression que le fait de mettre l'accent sur la compétence plutôt que la connaissance, qui suppose une autorité du professeur, évidemment, ça va faire en sorte qu'on va distiller dans la société un relativisme qui est déjà bien présent, au sens où, pour ce que je connais, je suis capable de dire ce qui est vrai et faux. Pour le reste, je doute. Je n'ai pas découvert moi-même le boson de Higgs. J'ai le droit d'en douter. Ce n'est pas moi qui ai détecté les ondes gravitationnelles. J'ai le droit d'en douter. Et donc le fait de remplacer les connaissances par des compétences, dans certains domaines, je vois bien en quoi c'est utile, mais dans d'autres, je pense que c'est vraiment se préparer à borner nos esprits. Comme c'est un débat, je suis provocateur, hein, on peut discuter ensuite. Mais c'est prévu que vous échangiez entre vous et avec la salle. Ensuite, et ça ressort de tout ce qui a été dit là, il y a une compétition entre les croyances et les connaissances. Et cette compétition ne fait que commencer, et il n'est pas sûr que les connaissances l'emportent, pour toutes sortes de raisons. La première, c'est que nous n'avons pas une bonne connaissance de nos connaissances. C'est-à-dire, nous avons toutes sortes de connaissances, mais nous les traitons comme des croyances. C'est-à-dire que quand on nous demande d'expliquer par quoi ces connaissances, dans le passé, sont devenues des connaissances, nous ne savons pas dire. Mes étudiants, par exemple, ils savent tous que la Terre est ronde. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Tout le monde sait que la Terre est ronde. Maintenant, demandez-leur, comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde ? Et là, il n'y a plus personne. Alors évidemment, la Terre est ronde, on l'a vu depuis des satellites, depuis 61 exactement. Et l'association des Amis de la Terre plate, elle date de 1956. Donc là, on a en quelque sorte des preuves visibles que la Terre est ronde. Simplement, on a su qu'elle était ronde bien avant de voir qu'elle était ronde. Alors comment on l'a su ? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on a su que la Terre tourne autour du Soleil ? Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, parce que en fait, le Soleil il tourne autour de la galaxie, donc tout le monde tourne autour de tout le monde. Et donc, l'énoncé « la Terre tourne autour du Soleil » est aussi faux que l'énoncé inverse. Tous les énoncés qui privilégient un centre autour duquel tourneraient les choses sont faux. D'accord ? Donc, quand on se moque des gens qui disent le contraire, en fait, la phrase qu'on répète, c'est un peu comme l'homme descend du singe, c'est une phrase absurde. Donc, à partir du moment où nous ne savons pas dire comment nos connaissances sont devenues, à l'issue de controverses, des connaissances, ça veut dire que nous les traitons implicitement comme des croyances que nous répétons avec des arguments d'autorité. Et si nous considérons nos connaissances comme des croyances, la bataille contre les croyances est perdue d'avance, puisque ceux qui ont des croyances sont toujours plus prosélytes que ceux qui ont des connaissances. Ensuite, ah oui, pour défendre les connaissances, il faut quand même leur reconnaître une valeur qu'on apprécie et pour laquelle on est prêt à les défendre. La valeur d'une valeur, c'est le prix qu'on est prêt à payer pour la défendre. Et ça suppose de reconnaître que la connaissance est le résultat d'une démarche intellectuelle qui est différente de celle de la croyance. Il y a quelques jours, je suis tombé de ma chaise, j'étais assis, donc je suis tombé de ma chaise, quand j'ai entendu un très haut personnage de l'État dire « expliquer un phénomène, c'est l'excuser ». Justifier, c'est excuser. Non, après, il est revenu, il a dit les deux, excuser et justifier. Expliquer un phénomène, c'est le justifier ou l'excuser. Phrase incroyable. Incroyable. Et je ne sais pas comment on a fait pour ne pas réagir tout de suite très violemment. Il y en a qui l'ont fait, mais pas assez. C'est une phrase qui vient ridiculiser la connaissance, qui vient ridiculiser la démarche scientifique, qui vient ridiculiser toutes sortes d'explications des phénomènes dès lors qu'ils se répètent, qui revient à dire que si le climat se réchauffe, c'est à cause des climatologues, et que finalement, c'est Newton qui est responsable des chutes d'avions.
Donc, c'est le type de phrase qui montre que nous n'accordons, en tout cas dans l'esprit de ceux qui les prononcent, aucune valeur à la connaissance. Et si l'on n'accorde aucune valeur à la connaissance, pourquoi est-ce qu'il faudrait la défendre? Autre exemple, il y a une quinzaine de jours, j'étais invité dans un lycée par des parents d'élèves, pas par les professeurs, mais les parents d'élèves étaient paniqués de voir que leurs enfants, qui sont en classe de seconde ou de première ou de terminale, se désintéressent de la physique. Donc on m'a demandé de faire une conférence pour les booster. Donc j'ai fait une conférence sur Galilée, comment Galilée a travaillé, etc. Les élèves ne sont pas venus, ceux qui sont venus sont les parents. Bon, donc, à la fin, ils me posent la question pour laquelle j'étais venu. Comment est-ce qu'on peut faire pour motiver nos enfants? Je leur ai demandé, mais à table, vous parlez de science de temps en temps? Vous êtes abonné à la recherche? Enfin, Science et Avenir, pardon. La recherche aussi. Non? Ah ben non, ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre... Mais alors pourquoi est-ce que vous voudriez que vos enfants s'intéressent à des sujets qui vous laissent indifférents? Et donc on a tous un discours sur la culture de la diffusion de la culture scientifique et technique, alors que les questions scientifiques ne nous intéressent pas la plupart du temps. Je me suis amusé à comparer la place médiatique accordée à la découverte de la déviation des rayons lumineux par le Soleil lors de l'éclipse de 1919 qui validait les prédictions d'Einstein. Ça a fait la une de la presse mondiale de 1919. En Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, partout, avec des explications sur plusieurs pages. Il n'y a pas un seul remaniement ministériel de l'époque qui a fait concurrence à cette information. À comparer à l'annonce de la détection des ondes gravitationnelles, qui est un truc énorme, mais qui a occupé une place dans les médias relativement faible par rapport à celle. Et donc j'ai l'impression que, voilà, le poids que nous accordons aux connaissances se relativise, et se relativisant, leur défense devient plus difficile. Enfin, pour terminer, je voulais citer un ouvrage que je trouve très éclairant, qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle Bernard Williams. Et ce livre, qui a été traduit chez Gallimard, s'intitule « Vérité et véracité ». Et l'idée que défend Williams, c'est que nos sociétés se montrent de plus en plus hésitantes à définir les normes du vrai, et nous imaginons de plus en plus que la ligne de démarcation, dit-il, entre le faux et le vrai pourrait être poreuse. Il y a du vrai dans le faux, il y a du faux dans le vrai, etc. Chacun peut y mettre la dose qu'il souhaite. Il y aurait donc comme un amollissement des notions de vérité et d'objectivité. Les théories tenues pour vraies ou fausses ne le seraient pas en raison de leur adéquation ou inadéquation avec des données expérimentales, mais seulement en vertu d'intérêts partisans ou purement culturels ou sociologiques. Il faudrait en somme considérer que toutes nos connaissances sont conventionnelles ou artificielles et gommer l'idée qu'elles pourraient avoir le moindre lien avec la réalité. La science, c'est le doute, c'est ce qu'on entend tout le temps de la part des sceptiques. C'est la phrase que Claude Allègre avait à la bouche à chaque fois qu'il attaquait les climato-sceptiques. La science, c'est le doute. Ah bon? Ah bon? Il faudrait douter que la Terre est ronde au nom d'un scepticisme radical posé en principe? Il faudrait douter de l'existence de l'atome? Mais si on commence à douter de l'existence de l'atome tous les matins, on ne va jamais avancer. Peut-être qu'un jour, l'existence de l'atome sera remise en question. Mais en attendant, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas expliquer sans l'atome. Et donc autant considérer qu'il s'agit d'une vérité de science plutôt que de perdre du temps à se tenir loin de cette vérité au nom d'un scepticisme de principe. C'est-à-dire que ce relativisme-là, il sert de caution intellectuelle, ou scientifique même, à la paresse intellectuelle. Ah oui, Einstein s'est peut-être trompé. Ben, en attendant de le savoir, je vais patienter et ne pas apprendre la théorie d'Einstein. J'attends qu'il soit démontré qu'il a tort, et en attendant que ce soit démontré, je vais profiter du beau temps. Voilà. Et donc, la conclusion à laquelle arrive Bernard Williams, c'est que nous pratiquons
une sorte de populisme scientifique, de démagogisme cognitif, par lequel nous utilisons des arguments dits de bon sens pour ne pas être tentés de ne pas croire, pour être tentés, de ne pas croire ce que nous savons. J'observe, moi, je n'ai pas de mesure fiable, mais qu'on utilise de plus en plus des arguments de bon sens pour critiquer les scientifiques. Comme si la science devait être conforme au bon sens, alors que dans sa version moderne, depuis Galilée, elle ne fait que ridiculiser le bon sens. Comme le disait Bachelard, faire de la science, c'est penser contre son cerveau. Et donc il est normal que ça provoque des chocs. Et si vous appuyez sur votre ressenti, votre perception, votre imagination, vos opinions, votre culture, pour décider de ce qui est admissible de la part des scientifiques, évidemment, c'est la liquidation de la science. Alors, la conclusion de William, je vous la livre. Il explique que dans la société, et ça a d'ailleurs été illustré par des propos qui ont été tenus à l'instant, il dit qu'il y a deux courants de pensée qui sont contradictoires, mais qui en fait s'associent et se renforcent l'un l'autre. Le premier courant de pensée, dit-il, c'est un attachement intense à la véracité. Nos sociétés démocratiques sont très bien informées, elles ne veulent pas être dupées, elles veulent de la transparence, et elles ont donc le souci de ne pas se laisser tromper par des élites ou par des discours qui sont consensuels. Et donc, cette attitude, qui est parfaitement saine en démocratie, peut conduire parfois à une attitude de défiance généralisée, à une détermination à crever les apparences pour détecter d'éventuelles motivations cachées. Ça va jusqu'à la théorie du complot. On ne veut pas être trompé par les médias, par toutes sortes de discours qu'on peut entendre. Mais d'autre part, et c'est ce qui fait le sel de l'affaire, ce désir de véracité, ce refus d'être dupe, est accompagné d'une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité elle-même. On pourrait dire, mais finalement, la véracité, elle est au service de la vérité. Et en fait, non, quand on tombe sur une vérité proclamée par quelqu'un, on va se poser la question de savoir si elle est relative, si elle est subjective, si elle est culturelle, si elle est contextuelle, si elle est éphémère, etc. Autrement dit, on va la rabaisser. Et ce que montre Williams dans cet ouvrage, c'est que ces deux attitudes, l'attachement à la véracité et la suspicion à l'égard de la vérité, qui devraient se combattre et s'exclure mutuellement. En réalité, elles se révèlent parfaitement compatibles, elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité enclenche un processus critique généralisé qui vient ensuite fragiliser l'assurance qu'il y aurait des vérités sûres. Et donc, vous disiez, je suis centriste. C'est très simple, je ne suis pas scientiste. Pour toutes les raisons qu'on a dites, les scientifiques se trompent, il y a eu beaucoup d'erreurs, d'errements, et c'est ça qui fait la science. Mais je ne suis pas relativiste non plus, même si je reconnais l'apport du relativisme. Par exemple, le contexte dans lequel les gens travaillent a une incidence déterminante dans les idées qu'ils ont. Einstein n'aurait pas découvert la théorie de la relativité si en 1905, il n'avait pas étudié à l'Office des brevets à Berne les brevets qui étaient proposés par des ingénieurs qui voulaient synchroniser les horloges à distance. Et donc le contexte a joué un rôle. Et connaître ce contexte, voir comment il a agi, c'est évidemment très précieux pour comprendre comment la science s'est faite et continue de se faire. Mais de là à dire que les vérités, entre guillemets, qui sont nées dans ce contexte, demeurent un siècle après dépendantes de ce contexte, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Et donc c'est ça la position centriste, c'est intenable, puisque les scientistes vont considérer que vous êtes relativiste et les relativistes vont considérer que vous êtes scientiste, mais c'est mon lot. Parce que je considère que j'ai commencé ma carrière de communicateur scientifique il y a dans les années 87-88 en venant aux réunions de l'AMSTI. Philippe s'en souvient, peut-être il y en a d'autres, je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, merci.